Salut! Alors le mardi normalement c'est pas n'importe qui, en l'occurrence aujourd'hui ça aurait dû être Benoît, mais il se trouve qu'il a eu mal au dos, alors je le remplace, donc tant pis pour lui, tant pis pour vous, tant mieux pour moi, parce que ça va me permettre de vous expliquer 2-3 petites choses sur le traitement du jeu vidéo à venir sur No Life. Voilà, alors au sommaire aujourd'hui on aura justement une chronique flash, c'est nouveau, sur Marvel Heroes, ensuite notre Chan, puis un Retro & Magic consacré aux jeux basés sur l'univers de la Terre du Milieu. Mais tout de suite, les news. On avait déjà eu l'occasion de parler de Shantae and the Pirate's Curse, la troisième aventure de la demi-génie aux cheveux magiques. Celle-ci est sortie depuis quelques mois sur le continent nord-américain, mais a tardé à arriver chez nous. On connaît maintenant la date de sortie européenne du titre de WayForward Technologies. Il sera disponible sur 3DS et Wii U le 5 février prochain. La mage devra s'allier avec son ennemi de toujours, Risky Boots, pour récupérer ses pouvoirs magiques et sauver Sequinland. La direction artistique, inspirée des animés, reste fidèle à la patte rétro de l'éditeur et devrait profiter aussi de manière intelligente de la 3D que propose la console, comme ce fut le cas sur la série des Mighty Switch Force. De plus, le jeu proposera peu de temps après sa sortie une mise à jour gratuite. Celle-ci permettra de profiter de quelques fonctionnalités propres à la New 3DS. Le nouveau stick analogique de la console permettra par exemple un accès plus rapide aux différents objets. Cette mise à jour sera compatible avec le Circle Pad Pro pour les possesseurs d'une 3DS classique. La version Wii U, elle, propose des graphismes en 1080p ou la possibilité de jouer uniquement sur le gamepad. This is not a fairy tale. Chaperonné par Microsoft lors du dernier E3, puis également par Sony depuis, et kickstarté ensuite avec succès l'été dernier, Wolf The Red Hood Diaries prépare sa fin de gestation comme il se doit, en sortant en accès anticipé sur Steam. Seulement, son développeur, le studio belge Green, qu'il ne faut pas confondre avec les Suédois du même nom aujourd'hui fermés, a annoncé entre-temps que le jeu sortira en 2 parties. Afin de ne pas faire attendre les backers trop longtemps, paraît-il. Et donc, pour une dizaine d'euros, on a aujourd'hui l'opportunité de jouer à la version non définitive de la première partie d'un jeu de plateforme qui semble vouloir mêler action et puzzle, comme a pu le faire Trine avant lui. Réalisé en 3D mais de gameplay 2,5D, le jeu nous place dans la peau du petit chaperon rouge qui décide de venger son père, dont la mort aurait été maquillée en accident du travail. L'occasion pour Green d'installer une ambiance steampunk assez glauque qui n'est pas sans rappeler le Alice de American McGee dans sa manière de détourner un conte à fort potentiel anxiogène pour le rendre encore plus anxiogène. Chouette! On aura l'occasion de voir ce que ça donne à la sortie du premier épisode le 17 mars, ou bien dès maintenant donc en accès anticipé. Dans un futur alternatif, où le néon et les couleurs fluo des années 90 ont dominé le monde, les guerres ont disparu. L'improbable s'est produit, l'humanité s'est lassée de ces batailles incessantes. Il ne reste désormais plus qu'un seul moyen de régler des conflits et d'accéder à la gloire, le Gunsport. Sorte de croisement entre Windjammers, le jeu de frisbee futuriste des années 90, et le plus récent Lethal League, le jeu développé par Necrosoft Games, propose un univers fluo looké 16 bits années 90. Possibilité de jouer jusqu'à 4 en coop, avec bien sûr du multi-online, le tout semble être assez classique. Il est vrai que le premier trailer ne montre pas beaucoup de gameplay. Il faut espérer que le jeu sera un peu plus nerveux que ce qu'on peut apercevoir sur ses premières images, dans l'espoir d'enchaîner les parties rapidement. Le jeune studio californien prépare son titre pour la fin 2015 sur console et Windows. Il a donc encore le temps de présenter un peu plus amplement ce qui est un de ses premiers titres. Donc on s'apprête à voir une chronique flash qui porte sur Marvel Heroes. La chronique flash, vous avez eu l'occasion d'en voir 2 déjà, une sur Path of Exile et une sur Hearthstone. Donc la chronique flash, ça vient d'une volonté de ma part, mais que j'ai partagée avec l'ensemble de la rédaction et tout le monde avait l'air d'accord. Une volonté de parler des jeux, pas forcément au moment où ils sortent. C'est-à-dire qu'on est souvent figé dans un calendrier de sortie qui nous impose en quelque sorte de parler des jeux au moment où ils sortent, quitte à les oublier ensuite, alors qu'ils sont de plus en plus amenés à évoluer au fil du temps. D'autant plus quand on parle de jeux comme Path of Exile, etc., des jeux qui durent dans le temps, qui sont faits pour être joués longtemps. Donc il nous semblait intéressant d'en parler même après leur sortie, longtemps après. Mais c'est aussi une rubrique, en fait c'est une rubrique un petit peu fourre-tout, vous allez vite vous en rendre compte, qui va nous permettre d'aborder des sujets un peu plus transversaux du jeu vidéo. Mais je vous laisserai voir ça un peu plus tard, on a quelques surprises à vous réserver. Maintenant, la grosse nouveauté de cette chronique d'aujourd'hui, c'est un nouveau jingle que nous a gentiment fait Walid, et on le remercie beaucoup pour ça, vous allez le voir tout de suite.
Vous l'avez sûrement remarqué, nous avons beaucoup parlé de Diablo 3 sur la chaîne ces derniers temps. Et nous avons aussi parlé de Path of Exile, en partant du principe qu'il n'y avait pas de raison. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Marvel Heroes. Parce qu'il n'y a toujours pas de raison déjà. Parce qu'avec ça, on aura fait le tour des 3 plus gros hack and slash du moment aussi. Et parce qu'il est le 3e rejeton logique de Diablo 2 surtout. Comment pourrait-il en être autrement, puisqu'à la présidence de Gazillion Entertainment, son studio de développement, on trouve David Brevik. Le même David Brevik qui avait fait les beaux jours de Blizzard North en participant très activement à la création des 2 premiers Diablo et de leurs extensions, avant de signer la fin du studio en le quittant en 2003. Alors on va boucler la boucle en quelque sorte, et on va voir comment Marvel Heroes fonctionne et comment il entend se démarquer de ses 2 concurrents tout en poursuivant l'œuvre de son cher papa. Good thing you're covered head to toe. Oh yeah. All right, people. We're heading out. Pour comprendre comment est né Marvel Heroes, il faut revenir un peu en arrière et se souvenir de l'impact qu'ont pu avoir les parties multijoueurs en ligne du premier Diablo à sa sortie en 1997. Ce qui est aujourd'hui un impondérable pour la plupart des jeux, quel que soit leur genre, n'était absolument pas la norme à l'époque. Le MMORPG en était à ses balbutiements, Ultima Online n'était pas encore sorti, et le simple fait de pouvoir participer à des parties à 4 joueurs via internet était alors assez nouveau pour avoir beaucoup joué dans le succès de Diablo. Ces 2 suites, et à peu près tous les Diablo-like sortis depuis, ont choisi d'en rester à ce mode 4 joueurs, en l'enrichissant au fur et à mesure bien sûr, en le rendant à la fois plus complet et plus souple, mais pas plus gros. Marvel Heroes, pour sa part, a préféré aller voir du côté du MMORPG pour sortir un système de jeu hybride qui observe les règles de 2 genres. Il est donc bien question ici de cliquer sur des ennemis pour les tuer et leur faire cracher du butin plus ou moins rare, et il est tout à fait possible de faire ça tout seul. Seulement, et contrairement à la plupart des autres hack and slash, on évolue au milieu d'autres joueurs qui sont regroupés dans des zones instanciées et qui y trouveront donc régulièrement des objectifs communs. Objectifs parmi lesquels on pourra distinguer des super vilains bien connus qui apparaissent à intervalles réguliers dans des endroits déterminés, ou encore des raids qui demandent la coopération de nombreux joueurs pour être finis. Et objectifs qui peuvent être farmés, comme dans la plupart des MMORPG, parce qu'ils permettent d'accéder à certaines ressources fixes, ce qui est très rare dans le hack and slash. Ces ressources très nombreuses ont différentes utilités et servent la plupart du temps à créer et améliorer certains types d'équipements ou bien à apporter des bonus de statistiques à ces personnages. Entre autres, et sans rentrer dans les détails, on trouve les reliques, dont les effets sont augmentés au fur et à mesure qu'elles sont collectées, les Odin's Mark, qui permettent de créer des objets légendaires ou d'améliorer les équipements de type artefact, les runes, qui enchantent certains items pour leur confier des bonus variés, ou encore les Cube Shards et les Eternity Splinters qui donnent accès à différentes choses parmi lesquelles on compte des héros, des costumes, de l'équipement ou encore l'accès au célèbre Co-Level issu de Diablo. Toutes ces ressources s'obtiennent de manière déterminée, et parmi elles, la plupart obéissent à des cycles, qui les rendent accessibles telle ou telle semaine, ou bien de manière journalière. Et elles apportent au jeu une profondeur de personnalisation qui ne se dévoile vraiment qu'à partir du moment où un personnage a atteint le niveau maximal, c'est-à-dire 60. Avant ça, Marvel Heroes peut paraître assez fermé. Il avance certes 44 classes différentes représentées par autant de super-héros bien connus, mais chacun d'entre eux n'a que 3 petits arbres de talent à proposer. On se rapproche ici beaucoup de ce qu'a pu proposer Diablo 2 en son temps en matière de conception du build. Et comme Diablo 2, Marvel Heroes ne brille vraiment que lorsqu'on se frotte à son contenu endgame. C'est-à-dire tout ce qui se passe après son aventure principale en 10 actes, décliné sur 3 niveaux de difficulté dont on pourra très bien se passer des 2 derniers. À tel point d'ailleurs que chaque héros monté au niveau 60 octroie des bonus de statistiques, mais aussi des gains d'expérience accrus pour tous les suivants, jusqu'à atteindre des quantités impressionnantes. Le voyage et l'aventure principale, ici, importent peu, malgré la participation au scénario de Brian Michael Bendis et ses 5 Eisner Awards. Seul compte la destination et la manière dont on décide de s'y installer une fois celle-ci atteinte. Et on touche là à ce qui fait la spécificité du jeu. Car Marvel Heroes est un free-to-play, comme Path of Exile, dont on a vu qu'il devait redoubler d'efforts pour rappeler régulièrement ses joueurs afin d'espérer leur faire dépenser de l'argent réel dans des effets cosmétiques. Path of Exile répond à ce défi en ouvrant complètement son système de jeu, pour proposer une infinité potentielle de builds à ses utilisateurs qui trouvent toujours quelque chose de nouveau à tester. Marvel Heroes ne procède pas vraiment de la même manière. Son modèle de free-to-play, il le tire des MMORPG et des MOBA modernes. Il hésite moins à rendre la dépense d'argent utile, voire indispensable déjà. Sans jamais verser dans le pay-to-win qui ruinerait totalement son principe de jeu, il permet aux joueurs pressés de débloquer rapidement des héros contre un peu de sous et réserve ses pages de coffres supplémentaires très utiles à celles et ceux qui sont prêts à payer.
Et pour s'assurer que ces joueurs finiront par passer à la caisse, il ne les appelle donc pas par l'ouverture de son système, mais plutôt par des mécaniques déjà bien éprouvées de quête journalière, ou du moins cycliques, et par le plaisir simple du farm. Pour ça, il propose différentes zones de choix, dont le meilleur exemple est sûrement Midtown Manhattan. Cette map de taille assez réduite est un paradis pour farmers, où la plupart des joueurs de Marvel Heroes ont sûrement passé le plus clair de leur temps de jeu. Faite de quelques intersections de rues, elle déverse un flot constant d'ennemis et de boss qui apporte non seulement la satisfaction d'user constamment de ses pouvoirs, mais aussi et surtout plusieurs manières de récolter les différentes ressources mentionnées plus tôt. Alors que Path of Exile multiplie les chemins, Marvel Heroes multiplie les destinations. Il mise tout sur ce principe simple qui fait qu'en exécutant en boucle la même tâche, ici tuer les mêmes ennemis au même endroit toute la journée, on poursuit pourtant plusieurs buts en même temps. Et ça marche parce que Marvel Heroes nous donne évidemment de très nombreuses raisons de poursuivre ces buts. Débloquer tous les personnages prendra déjà énormément de temps, mais il faudra ensuite tous les amener au niveau 60, puis les customiser en accumulant les ressources. Ensuite viendront les points Oméga, qui sont une sorte d'équivalent du parangon de Diablo 3 en beaucoup plus touffu et beaucoup plus chronophage. Et si d'aventure ça ne devait pas suffire, un système de prestige totalement facultatif permet de ramener un héros au niveau 1 plusieurs fois de suite, juste pour la gloire d'un nom affiché dans une couleur alternative. Dans le même ordre d'idées, chaque quête journalière apportera une récompense fixe la première fois qu'elle est remplie, mais pourra ensuite être refaite à l'envi pour débloquer d'autres types de butins. Marvel Heroes entend bien conserver ses joueurs très longtemps, et il suffit de voir ses bonus de fidélité, grand classique du free-to-play mobile, s'étendre jusqu'à plus de 1000 jours pour s'en convaincre. Tout ça est sans fin, et ne tient que grâce à un afflux de récompenses savamment dosées et un plaisir de jeu immédiat grandement aidé par l'utilisation des licences Marvel et de tout ce qu'elles peuvent impliquer en matière de super pouvoirs over the top. Par un suivi impressionnant de la part du développeur également, qui accorde une très grande importance à la communauté en lui apportant des mises à jour très régulières et fournies. Ainsi, Marvel Heroes, renommé Marvel Heroes 2015 depuis un peu plus de 6 mois, n'a plus grand chose à voir aujourd'hui avec ce qu'il était hier, et on aura sûrement du mal à le reconnaître demain. Seules 2 constantes subsistent depuis le début. Son système de jeu et sa prise en main, très proche de celle de Diablo 2, et ses différents emprunts au jeu massivement multijoueur. 2 notions qu'on aurait pu croire contradictoires, mais qui se marient terriblement bien et qui représentent un prolongement assez logique de l'aspect multijoueur du premier Diablo. Aussi, il n'est pas spécialement surprenant de trouver en Marvel Heroes un jeu qui se joue comme un hack and slash et qui se consomme comme un MMORPG. But we'll need to get inside. Then we do it. Let's go, people! Donc comme vous l'avez sûrement remarqué, parce que vous avez l'œil affûté, il n'y a pas eu de feeling Platycoon à la fin de cette chronique. C'est pas un oubli, c'est normal, c'est justement parce qu'il s'agit d'une chronique. Et donc à la fin d'une chronique, on ne dit pas forcément si un jeu nous a plu ou pas, on s'est contenté d'en parler en fait, d'un jeu ou d'un sujet plus général, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc pas de feeling Platycoon. À la fin des chroniques, c'est normal. Maintenant, j'aimerais aussi parler d'une autre forme de critique qui va arriver bientôt. Là, pour le coup, ce sera une critique. Et on va appeler ça early critique ou critique anticipée, c'est pas encore totalement décidé, ça dépendra aussi de Walid s'il peut nous faire un nouveau bumper ou pas. Et le principe ce sera de parler des jeux en accès anticipé ou en bêta. Aujourd'hui on sait pas trop, les éditeurs et les développeurs changent souvent de langage. Et on aimerait en parler à ce moment-là de la vie d'un jeu, tout simplement parce que la plupart du temps on peut les acheter maintenant aujourd'hui, ces jeux qui sont en accès anticipé ou en bêta. On a l'exemple actuellement avec Heroes of the Storm de Blizzard, et donc à partir du moment où on peut les acheter, on estime qu'il est normal qu'on puisse vous en parler, parce que voilà, c'est un produit qui est déjà achetable, qui est déjà consommable, et il est normal qu'on en parle, même s'il n'est pas censé être fini, quitte à en reparler plus tard dans une critique normale ou dans une chronique, une fois qu'il aura bien vécu. Voilà, donc en fait toutes ces nouvelles critiques anticipées, ces chroniques flash, tout ça nous permet de parler des jeux un peu quand on en a envie, d'une part parce que c'est pratique, et d'autre part parce que ça me paraît intéressant. Enfin, ça nous paraît intéressant, puisqu'encore une fois, c'est des décisions qu'on a prises ensemble. Voilà. Maintenant, on va voir Notchan, et j'ai absolument pas de transition spéciale pour l'occasion, donc Notchan. Salut Zotac, c'est Notchan. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la patate ces temps-ci. Comme quoi, ça tient à pas grand-chose, hein. Dormir bien, sortir la tête un peu du boulot, des soucis du quotidien, avoir le temps de s'occuper de ses figurines, la vie quoi. Du coup, ça laisse le temps de faire des jolies découvertes, de traîner un peu. Cela laisse l'occasion de tomber sur cette illustration de l'artiste Patrick Rosender.
Vous l'aurez bien sûr reconnu, il s'agit de Lord Vador et de ses troupes d'élite qui s'introduisent dans une place forte rebelle. Lucas n'a jamais caché que le look du célèbre seigneur Sith a été inspiré par l'esthétique des armures de samouraï de l'époque féodale japonaise. Cet hommage qui renverse la référence est donc des plus logiques et c'est bien la classe. Autre artiste, autre référence croisée, la dessinatrice Shattered a imaginé ce que pourraient donner des logos pour les jeux Zelda s'ils étaient réalisés dans le style très reconnaissable des logos Final Fantasy. Et l'exercice est plutôt réussi. De suite, c'est plus la même ambiance, n'est-ce pas? Les références, c'est encore plus marrant quand c'est un éditeur qui cache des petits œufs de Pâques dans ses jeux pour évoquer son propre univers. Au début méconnu, les joueurs ont appris à connaître au fil des années la mélodie de Tota Kake. « 19 notes, cachées un peu partout dans les jeux auxquels le compositeur a pu participer. On avait eu l'occasion de vous en parler par le passé à travers différentes émissions sur la chaîne. Les connaisseurs étaient donc à l'affût à la sortie de Mario Kart 8. Ils ont tendu l'oreille pour débusquer la petite chanson du compositeur. Celle-ci était cachée en pleine vue si on peut dire. Dans le circuit Yoshi's Valley, il suffisait d'écouter un Yoshi dans les prés en train de fredonner la dite musique. Celle-ci est d'ordinaire cachée par les moteurs vrombissants, les sifflements de carapace qui dépassent les joueurs avant de fondre sur les infortunées victimes, et bien sûr la musique du jeu. Ah, la minutie des Japonais, que ce soit à plus ou moins grande échelle, ils ne font pas les choses à moitié. Que ce soit cacher une petite musique dans un jeu ou un projet plus ambitieux, ils ne reculent devant rien pour faire plaisir à leur public. Dans le cadre des 35 ans de la diffusion de la toute première série Gundam, une petite surprise a été préparée par le Gundam Fever Project. Ce groupe a déjà pu sortir une ligne de pachinko avec le constructeur Sankyo l'an dernier. Cette fois, des ouvriers ont préparé, l'air de rien, un bureau pour pouvoir faire du projection mapping sur quelques fenêtres. Les employés ont ensuite été témoins du débarquement d'un mobile suit, le réputé Zakutu, en plein cœur de Tokyo avec tous les effets qui vont bien évidemment pour rendre la mise en scène marquante. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour s'amuser un peu entre deux formulaires à signer? Pendant que certains s'amusent à piéger d'innocents employés de bureau, d'autres s'essaient à des recherches bien plus fondamentales, comme la théorie du Zettai Ryoiki. Vous savez, ce territoire absolu entre la jupe et la chaussette qui dévoile un bout des gambettes de ces demoiselles. Ah, en voilà un sujet intéressant. L'artiste Amano Kiyoyuki veut ajouter sa pierre à l'édifice et même faire évoluer le concept avec sa dernière invention, Hikaru Skirt. Au moyen de quelques LED placés stratégiquement sous les jupons, une lueur surréelle vient illuminer un endroit qui se dérobe encore et toujours à nos yeux, mais dont la présence est évoquée et renforcée. En japonais, on appelle cela le komorebi, la sensation que l'on a quand les rayons du soleil filtrent à travers les branches des arbres. Ici, tout est suggéré, on ne voit rien, mais on a comme l'impression de voir un peu... Ah. Pas de doute que l'effet escompté pourra en émoustiller plus d'un. Mais attention, on peut admirer, suer un peu à la limite, mais on n'embête pas les jeunes filles, hein. Un peu tenues tout de même. Bon, pour faire retomber toute cette tension qui s'est accumulée d'un coup, je le sens bien, hein, repartons sur quelque chose de plus léger. L'équipe de Flight Test, des passionnés de modélisme et de toutes sortes de choses qui peuvent voler, présente fièrement sa dernière invention. Et ils ont construit en miniature, avec l'aide de plusieurs drones, le porte-avions du Shield. Mais si, le hélicarrier que l'on a pu voir dans le film Avengers. À la vue de ces quelques images, je me demande ce qui est le plus classe. Le fait que le bidule le vole effectivement, ou bien que l'équipe, bien au sol, porte des sortes d'Oculus Rift pour piloter l'engin. Référence à petite ou grande envergure, après tout, quand même, c'est l'intention qui compte. Je pourrais continuer longtemps sur ma lancée, mais il faut savoir être raisonnable et s'économiser un peu, de temps en temps. C'est pourquoi je vais en rester là, et je vous dis à la prochaine les attaques. Ok, donc on me fait signe à la réalisation que je ne suis pas très rigolo pour le moment, ce qui est assez dommage parce que normalement c'était Benoît et Benoît il fait des blagues et des bisous. Seulement moi je tenais à vous expliquer quelque chose, donc quelque chose précise, et je sais pas expliquer et être drôle en même temps, c'est un problème, c'est comme ça. Je suis désolé. Et là, comme je vous explique pourquoi j'ai pas été drôle, je suis pas drôle non plus, et ça donne un plateau complètement vide. C'est dommage. Mais bon, on va regarder Retro & Magic sur les jeux tirés de l'univers de la Terre du Milieu, ça au moins, ce sera intéressant.
3 anneaux pour les rois elfes sous le ciel, 7 pour les seigneurs nains dans leur demeure de pierre, 9 pour les hommes mortels destinés au trépas, 1 pour le seigneur ténébreux sur son sombre trône, au pays de Mordor où s'étendent les ombres. 1 anneau pour les gouverner tous, 1 anneau pour les trouver, 1 anneau pour les amener tous, et dans les ténèbres les lier. Immense succès littéraire, la saga culte de John Ronald Reuel Tolkien devait forcément faire l'objet tôt ou tard d'adaptations en jeux vidéo. Cette émission s'intéressera plus particulièrement aux jeux officiels adaptés des romans de Tolkien et non aux dizaines d'adaptations sauvages ou aux jeux basés sur les films de Peter Jackson. Au début des années 80, le studio australien Beam Software parvient à obtenir les droits d'exploitation de l'univers de Tolkien en jeux vidéo auprès du Tolkien Estate. Leur première production sort en 1982 et adapte les aventures de Bilbon le Hobbit. Il s'agit d'un jeu d'aventure textuelle ou fiction interactive. Très fidèle au roman, le jeu sortira sur la plupart des ordinateurs de l'époque. Il se fait notamment remarquer par la présence d'illustrations venant mettre en image les pérégrinations de Bilbon et des 13 nains partis reprendre le mont solitaire au dragon Smaug. Quelques années plus tard, Beam Software poursuit sur sa lancée en adaptant la trilogie du Seigneur des Anneaux en aventure textuelle, en suivant le même principe que pour The Hobbit. Le premier jeu de cette trilogie, The Fellowship of the Ring, sort en 1986 et suit à peu de choses près le premier tome du Seigneur des Anneaux. Les deuxième et troisième jeux, intitulés The Shadows of Mordor et The Crack of Doom, et sortis respectivement en 1987 et 1989, continuent l'histoire en se concentrant sur les aventures de Frodon et Sam, qui cherchent à atteindre la montagne du destin pour y détruire l'anneau unique, avant que Sauron, le Seigneur des Ténèbres, ne puisse remettre la main dessus, ou plutôt le doigt dedans. L'une des particularités de cette trilogie est que le joueur pourra choisir quel hobbit il souhaite incarner au début de chaque aventure. Dans The Fellowship of the Ring, il pourra décider d'être Frodon, Sam, Merry ou Pippin. Dans The Shadows of Mordor, il pourra choisir entre Frodon et Sam. Il n'y a que dans The Crack of Doom où Sam Gamgee sera le seul à endosser le rôle du héros. L'année même de la sortie de The Crack of Doom, Beam Software accorde à son éditeur Melbourne House les droits de mettre en chantier un autre jeu dans l'univers de la Terre du Milieu. Ce jeu, développé par Synergistic Software, porte le nom War in Middle-earth. Conçu par Mike Singleton, connu pour le grand classique The Lords of Midnight, War in Middle-earth est un jeu de stratégie et de simulation évoquant les productions Cinemaware. Le joueur prend le contrôle de ses personnages sur une carte de la Terre du Milieu et tentera de mener les hobbits à bon port en évitant les redoutables Nazgûl qui rôdent sur les chemins. Lorsque les héros se retrouvent face à un ennemi, le joueur pourra choisir entre plusieurs actions pour chaque personnage. Charger l'ennemi, engager le combat, se retirer de la mêlée ou battre en retraite. Il est également possible de suivre les déplacements des personnages d'écran en écran pour profiter des jolis décors, parler à des personnages bienveillants ou récupérer des objets utiles. Très ambitieux, le jeu adapte l'ensemble de la saga du Seigneur des Anneaux, la victoire étant acquise en parvenant à amener l'anneau au mont solitaire avant que Sauron ne soit parvenu à conquérir 3 des nations de la Terre du Milieu. En 1991, War in Middle-earth connaît une suite spirituelle intitulée Riders of Rohan. Beam Software reprend les commandes pour ce titre qui sera édité par Konami. Le jeu se focalise sur les exploits d'Aragorn, Gimli et Legolas, qui tentent de repousser les hordes de Saruman. L'influence de Cinemaware est encore plus palpable dans cette production qui mélange stratégie de temps réel et mini-jeux. Le jeu se déroule sur plusieurs plans. Il y a d'abord la carte stratégique de la région où le joueur peut déplacer ses bataillons. Lorsque les Rohirrim engagent le combat contre une légion d'Uruk-hai, le joueur prend part à une bataille en temps réel entre les unités des différents camps. Mais d'autres événements peuvent se produire. Duel en 1 contre 1 entre les chefs de chaque armée, défense de murs d'enceinte dans la peau de Legolas, et même duel magique entre Gandalf et un Nazgûl. Les développeurs australiens ne sont pas les seuls à s'intéresser à la Terre du Milieu. Dès le début des années 90, Interplay et Electronic Arts, encore en pleine histoire d'amour, négocient un accord de licence auprès de Beam Software et commencent le développement d'un jeu de rôle basé sur le Seigneur des Anneaux. Avec un gameplay typique des RPG sur ordinateur de l'époque, à mi-chemin entre Wasteland et Ultima 6, The Lord of the Rings est l'un des meilleurs titres adaptés de l'univers de J.R.R. Tolkien. Suivant l'intrigue du roman, rehaussé toutefois de nouveaux personnages et autres quêtes secondaires, le jeu d'Interplay propose un mélange addictif d'exploration, d'aventure et de combat au tour par tour. Malgré une interface un peu lourde, des graphismes qui n'ont rien de transcendant et de nombreux bugs plus ou moins agaçants, on se laisse rapidement porter par l'ambiance et on prend part à cette grande épopée sans bouder son plaisir. Le jeu a connu 2 éditions, la première sur disquette et une réédition sur CD-ROM incorporant des extraits du film d'animation de Ralph Bakshi en guise de cinématique et de très jolies musiques en qualité CD.
La version CD-ROM inclut également une fonction de carte automatique absente de la version disquette qui se révèle rapidement indispensable. 2 ans plus tard, le divorce entre Interplay et Electronic Arts est consommé, mais cela n'empêche pas la société de Brian Fargo de sortir le 2e volet de ce qui est alors annoncé comme une trilogie. L'interface a été allégée et les combats sont plus dynamiques, mais le jeu est également plus linéaire, basculant entre les aventures parallèles des 3 groupes de personnages, Aragorn, Gimli et Legolas, Frodon et Sam, et enfin Merry et Pippin. Un 3e épisode basé sur le retour du roi était en développement, mais ne verra jamais le jour. Les droits de Beam Software sur l'œuvre de Tolkien arrivèrent en effet à expiration avant qu'Interplay ne soit parvenu à trouver le juste équilibre entre RPG et stratégie. Interplay sortira toutefois un ultime jeu basé sur le Seigneur des Anneaux en 1994. Il s'agit à nouveau d'une adaptation de la Communauté de l'Anneau, mais cette fois-ci sur Super Nintendo sous forme d'un action RPG. L'une des très bonnes idées du jeu est la possibilité de jouer jusqu'à 5 simultanément, chaque joueur prenant le contrôle d'un membre de la communauté. En solo, une intelligence artificielle rudimentaire prenait le contrôle des autres personnages et ne parvenait le plus souvent qu'à se faire tuer. Malheureusement, malgré de très belles réorchestrations des musiques des versions ordinateur, The Lord of the Rings sur Super Nintendo est un ratage. Les contrôles sont imprécis, le jeu est ennuyeux au possible, et surtout les développeurs ont pensé que c'était une bonne idée de confronter les joueurs à des labyrinthes interminables dès les premières heures de l'aventure. Dommage. Dans la deuxième moitié des années 90, l'éditeur Sierra Online récupéra les droits pour produire des jeux vidéo basés sur l'univers de Tolkien, et mit en chantier plusieurs titres, notamment un ambitieux MMORPG dans la veine d'Ultima Online, baptisé Middle-earth Online, ou encore Orcs Revenge of the Ancient, où l'on aurait pour une fois incarné les forces de Sauron. Malheureusement, ces jeux ne virent jamais le jour, et Sierra préféra au début des années 2000 se concentrer sur des adaptations des films. Voilà, donc c'est la fin de ce 101% que je suis content d'avoir pu présenter, même si ça impliquait un mal de dos de Benoît que je ne lui souhaitais pas, hein, mais qui m'a permis donc de vous expliquer 2-3 trucs qui me tenaient à cœur concernant le traitement du jeu vidéo sur No Life. Donc je rappelle rapidement les chroniques qui nous permettent de parler des jeux après leur sortie ou bien de sujets un peu plus généraux, et les critiques en accès anticipé ou les early critiques, on verra, qui nous permettent d'en parler avant. Donc tout ça pour s'extraire du calendrier un petit peu strict auquel est soumis habituellement le jeu vidéo. Donc nous on se revoit pas tout de suite dans un 101% a priori, sauf si Benoît a un autre mal de dos, ce qui peut lui arriver mais que je ne lui souhaite toujours pas. Mais on va se revoir par contre dimanche à 22h30 pour le jeu top. Et d'ailleurs il ne vous reste plus longtemps du tout pour voter vu que les votes s'achèvent demain matin. Donc demain à midi, pardon, je dis n'importe quoi mais pour moi c'est le matin. Parce que c'est comme ça dans le jeu vidéo, on se lève tard, c'est comme ça. Donc qu'est-ce que vous faites ici? Allez vite voter s'il vous plaît. Et nous on se voit dimanche, salut!